Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication
prière, s'il vous plaît, de m'indiquer si vous me recevez correctement. Nous allons pouvoir débuter dans un instant. Merci. OK, parfait. Alors merci à ceux qui interagissent car c'est le seul moyen pour moi de m'assurer que vous me recevez correctement. Je vois que, c'est indiqué, je remercie Soso Kamé de me signifier que et que je salue d'ailleurs, mon frère Soussou, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Paris il y a quelques semaines maintenant. Si je ne me trompe pas, car je crois qu'il s'agit de lui en tous les cas. Voilà, donc je vous remercie de me faire un retour car c'est pour moi le seule façon de m'assurer que vous me recevez correctement. Alors comme vous le voyez, le thème du jour en fait, j'ai souhaité l'intituler «Le sage et le prophète». Il s'agit d'une introduction, vous le verrez, une introduction aux origines soudanaises de la philosophie, car, l'exercice, heu, que je souhaite entretenir avec vous aujourd'hui, je l'ai souhaité, disons pour 45 voire 1 heure de temps vu qu'il se fait tard, notamment en Europe déjà. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je sais qu'il se fait tard et voilà, j'ai pas souhaité être long ce soir. Donc c'est une introduction, mais qui va nous permettre de comprendre, les origines de ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie en français, du point de vue essentiellement de l'étymologie, sachant que l'étymologie en elle-même contient déjà, l'intérêt de la matière en soi. Vous voyez? Donc j'ai voulu comme ça parce que j'ai le souvenir qu'en classe de terminale, on avait, un cours de philosophie qu'on introduisait par les figures de la philosophie grecque, hein. On parlera de Platon, Aristote, Socrate et cetera et que c'était un peu une manière pour, mon professeur de philosophie ou mon maître, mon professeur de philosophie à l'époque, de signifier qu'il s'agissait comment dire? D'un exercice intellectuel essentiellement grec, qui aurait eu ses sources dans la Grèce antique. C'est une vue, naturellement qu'on peut accepter quand on ne connaît pas l'histoire en réalité, mais lisant même ces auteurs grecs, on se rend assez rapidement compte qu'eux-mêmes, ils revendiquent en fait, une certaine filiation, tout au moins une filiation intellectuelle, j'allais dire, avec les anciens Égyptiens, c'est-à-dire, la vallée du Nil et à la suite de cela, bon, j'ai toujours eu à cœur de rappeler qu'il s'agit d'abord et avant tout, d'un corpus, soudanais, qui sera emprunté par les Grecs et aujourd'hui, je vais tenter d'introduire cette perspective, cette vision avec un exercice simple qui va solliciter bien évidemment les hiéroglyphes, car c'est la première matière, disons, c'est ce qui nous sert de matière première dans le cadre de l'école des scribes. Et quitte à tant qu'à parler des humanités classiques africaines, des humanités fondamentales, eh bien, encore faut-il savoir le faire avec les outils même que nous recevons de notre ancestralité la plus lointaine. Ici, en l'occurrence, bien sûr, je parle des caractères sacrés égyptiens que nous appelons vulgairement les hiéroglyphes, hein. Les lettres éthiopiennes. C'est ainsi que Diodore de Sicile appelle ce corpus de signes sacrés. Il leur donne le nom de lettres éthiopiennes, ce qui est encore une manière de revendiquer, ou tout au moins d'indiquer les origines, j'allais dire subsahariennes de ce qui va devenir la civilisation égyptienne. Donc merci à ceux qui ont pu se connecter. Je sais que d'ordinaire, de tels exercices ne sont pas annoncés, car je n'ai pas la possibilité malheureusement de prévoir à l'avance le temps dont je peux disposer pour m'exercer à de telles, à une, à de telles pratiques. Mais le fait est que j'ai quand même pris l'engagement d'animer autant que possible les chaînes à contrario et
aires de battage, qui sont des outils en fait qui servent à diffuser en quelque sorte ce que nous appelons les humanités classiques africaines, à enseigner le plus grand nombre, disons, à côté de ce que nous faisons au sein de l'école des scribes, qui est un peu plus spécifique et qui a vocation à aller un peu plus en profondeur. J'ai quand même toujours souhaité donner la possibilité aux uns aux autres de suivre un peu l'évolution de nos travaux. Et je remercie d'ailleurs ceux qui soutiennent la chaîne, qui sont un certain nombre, qui soutiennent la chaîne. Et j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien évidemment, de s'intéresser à ce type d'exercice, car c'est grâce à l'intérêt que vous accordez naturellement au travail que nous conduisons que celui-ci est possible dans les conditions qui sont les nôtres, car nous souhaitons toujours, disons, améliorer la qualité des communications que nous faisons, et cela se fait nécessairement grâce à votre soutien. Voilà. Donc, je remercie ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui soutiennent également la chaîne, et puis quant à ceux qui nous suivent déjà depuis quelques années, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire, je les remercie également pour leur fidélité et bien sûr les commentaires qui sont toujours le bienvenu dans le cadre de ces communications. Voilà. Donc, le thème du jour, c'est le sage et le prophète, hein, une introduction aux origines soudanaises de la philosophie. Naturellement, il est encore temps de rappeler ce que nous appelons le Soudan. Le Soudan, c'est simplement, j'allais dire, la grande bande de l'Afrique centrale, disons, qui va grosso modo du Kenya jusqu'en Guinée, hein, en passant par l'Afrique des Grands Lacs, etc. C'est ce que moi j'appelle le Soudan, c'est-à-dire l'Éthiopie historique. Voilà, c'est une manière pour moi de rappeler qu'en réalité, nous sommes tous Soudanais, puisque c'est aussi le lieu où l'humanité a pris naissance, et ce qui permet de rappeler que les spécificités qui sont les nôtres ne dénotent pas d'une origine distincte. Nous sommes tous un seul et même peuple quand on parle de l'Afrique subsaharienne, et cela s'illustre notamment à travers les corpus euh, éducatifs que nous développons, à travers les langues que nous parlons, pour ne citer que ces deux exemples. Et l'exercice d'aujourd'hui va également, je l'espère, amener au jour en fait cette vue qui permettra aux uns aux autres, bien sûr, de concevoir le fait que nous soyons un seul et même peuple. Voilà. Alors, on commencera par une définition simple que chacun peut reconnaître, puisque c'est pour nous une méthodologie, une manière de procéder. On commencera par rappeler que le mot philosophie eh bien, procède d'une étymologie. C'est-à-dire ce mot est constitué de, on va dire, de deux mots et possède un sens admis d'après la langue grecque. Okay, donc, d'où vient le mot philosophie? Si l'on ouvre un dictionnaire pour y trouver une définition, on vous dira que le mot philosophie procède du grec philosophia, qui signifie amour de la science. Parfois, vous verrez amour de la sagesse. Tout ceci renvoie à une seule et même idée. Donc, si on envisage de définir ce que c'est que la philosophie, bien sûr, on vous dira que le mot philosophie, pour ce qui concerne tout au moins son étymologie, procède du grec philosophia, qui signifie amour de la science ou amour de la sagesse. Et naturellement, par l'étymologie, on comprend ensuite pourquoi la plupart de nos congénères, la plupart de nos contemporains s'imaginent évidemment qu'il s'agit là d'une pratique, on va dire, intellectuelle, essentiellement liée à la Grèce antique, hein, de par cette étymologie-là. Et vous verrez donc des discours très importants qui viennent ensuite pour rappeler les œuvres de Platon, d'Aristote, qui passent pour être les pères en quelque sorte de cette science, de cette pratique intellectuelle, qui passent pour être les pères de la philosophie. Hein. C'est comme ça que la chose est enseignée encore aujourd'hui, quand nous savons très bien qu'il y en a un certain nombre, pour ne citer que Platon, qui est l'un des plus importants, et bien qui aura quand même séjourné dans la vallée du Nil un certain nombre d'années, et qui a eu pour maître des anciens Égyptiens, hein, des Soudanais de la période pharaonique, dont nous connaissons jusqu'au nom. Voyez, donc c'est quand même important de rappeler que l'histoire est dite de cette manière, suivant un paradigme, et que le paradigme, on va dire, européen. Donc, c'est une vision eurocentrée de l'histoire de l'humanité qui nous pousse, puisque l'école, on va dire, africaine, entre guillemets, est encore très largement dépendante de ce qui est enseigné, on va dire, en Europe. Eh bien, c'est une manière pour nous, en fait, de raconter
l'histoire européenne, enfin, ou l'histoire selon une perspective européenne sans nécessairement savoir l'assumer. Quand on ne le sait pas toujours, quand on traite de ces corpus, nous partons d'un point de vue, et ce n'est qu'un point de vue parmi d'autres, mais la vérité, généralement, exige une vision panoramique des faits. Et les Grecs eux-mêmes, par les textes qu'ils ont su publier, eh bien, disent très clairement que ce sont les Égyptiens qui ont procédé à leur initiation dans un ensemble de pratiques, de sciences qui sont aujourd'hui établies. Vous voyez, donc c'est quand même important de le rappeler. Donc, pour ce qui concerne le mot philosophie, ce mot procède du grec philosophia, qui signifie amour de la science. Hein, je pense que chacun le sait. Alors, à la suite de cela, je vais citer Théophile Obenga, qui n'est plus à présenter. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, eh bien, Théophile Obenga, c'est un égyptologue, il est aussi philosophe d'origine congolaise, disciple du regretté professeur Cheikh Anta Diop, qui a publié plusieurs ouvrages dans le sillage des travaux du professeur Cheikh Anta Diop. Et en 2005, il publie une œuvre notamment sur l'école d'Alexandrie, en relation avec la Grèce, bien sûr, et l'Égypte pharaonique, œuvre dans laquelle il procède à un exercice intéressant du point de vue de l'étymologie. Et voici ce qu'il écrit, Théophile Obenga, en 2005. Il écrit « En grec, le mot philosophia, c'est-à-dire goût pour la sagesse ou goût pour la science, est un composé de dépendance progressif. » Donc en grec, le mot philosophia, c'est-à-dire goût pour la sagesse ou la science, est un composé de dépendance progressif. Philo, qui aime, et tosophone, la science, la sagesse. Donc littéralement, on pourra dire, vous le comprendrez, que le mot philosophie signifie donc l'amour de la sagesse. Les philosophes étant ceux qui aiment la sagesse. Théophile Obenga poursuit en rappelant ceci. Or, dans ces deux parties, à savoir philo et sophone, le mot philosophia n'est pas natif, indigène et autochtone. En effet, ni philos ni sophos n'ont d'étymologie en grec, en indo-européen. Précisément à propos de sophos, Pierre Chantraine écrit « pas d'étymologie » dans son dictionnaire étymologique de la langue grecque publié en 1984, à la page, bien sûr, 1031. Alors, il faut quand même rappeler qui est Pierre Chantraine. C'est un des plus éminents spécialistes de la langue grecque. Voilà pourquoi Théophile Obenga peut, à juste titre, mobiliser ses conclusions. Et ce qui permet évidemment de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une perspective qu'on pourrait qualifier d'idéologique, parce qu'il y a toujours ce soupçon lorsqu'on parle d'un point de vue ou lorsque la parole n'est pas européenne, il y a toujours ce soupçon d'afrocentricité, enfin ce genre de choses. Donc c'est souvent il est souvent bon de rappeler qu'en réalité, ce n'est que des lieux communs et qu'il suffit simplement de s'intéresser à la matière pour comprendre qu'en réalité ici, nous sommes dans des lieux communs. Alors, pour résumer ce qui est dit ici, le mot philosophie n'a pas d'étymologie dans la langue grecque, ce qui est très important. Hein, vous comprendrez pourquoi. Je vais reprendre la note de Théophile Obenga, qui est aussi pour moi une manière de célébrer son œuvre. En grec, le mot philosophia, c'est-à-dire goût pour la sagesse, la science, est un composé de dépendance progressif, philo, qui aime, tosophone, la science, la sagesse. Or, dans ces deux parties, philo et sophone, le mot philosophia n'est pas natif, indigène, autochtone, sous-entendu de la Grèce, bien évidemment. En effet, ni philos, ni sophos n'ont d'étymologie en grec, en indo-européen. Précisément, à propos de sophos, Pierre Chantraine écrit « pas d'étymologie » dans son dictionnaire étymologique de la langue grecque. Alors, une fois qu'on a dit ça, cela permet, naturellement, je l'ai déjà dit, hein, de rappeler que le mot philosophie n'a pas d'étymologie du point de vue de la langue grecque. Autrement dit, le mot philosophie n'appartient pas, on pourrait dire, à la tradition indigène ou autochtone, si vous voulez, de cette Grèce qui va devenir Grèce antique, telle qu'elle est généralement décrite. Ok, bon. L'argument qui va
essentiellement mobiliser notre attention aujourd'hui consiste dans la signification, si on veut, du mot sophos, ok, du mot sophos, qui traduit donc, on va dire, sagesse, avec évidemment quelques dérivés qui peuvent nuancer ou modifier quelque peu le sens, mais en gros, en grec, sophos a le sens de habile, prudent, sage. De là le latin sophus, raisonnable, sage, sensé. Vous devez savoir que ce mot est apparenté au latin sapiens, qui signifie sage, intelligent, d'où homo sapiens. Ce sont des expressions naturellement que vous connaissez, ok? Mais on va se limiter en quelque sorte à la Grèce antique pour essayer de clarifier en fait l'origine de ce mot, ce qui nous permettra de reconnaître en fait l'origine, puisque je l'annonce en titre, l'origine soudanaise en fait de ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie. Donc, le grec sophos signifie habile, prudent, sage. Il existe de nombreux dérivés. Et de là, nous obtenons le latin sophus, qui signifie raisonnable, sage, sensé. Et j'ai rappelé bien sûr que ce mot est apparenté au latin sapiens, qui signifie en quelque sorte sage, intelligent, etc. Voilà. D'où homo sapiens. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même ouvrage, paru en 2005, Théophile Obenga propose donc, après avoir donc indiqué que le mot philosophie n'avait pas d'étymologie dans la langue grecque, qu'il ne s'agissait pas d'un mot indigène natif de la Grèce, ni d'un mot évidemment autochtone, qui signifie la même chose en quelque sorte, eh bien, Théophile Obenga présente donc des graphies égyptiennes. Et des graphies, c'est-à-dire des mots égyptiens, puisque les graphies sont une manière de représenter des mots, car il s'agit bien évidemment ici d'une langue parlée. Il présente donc le verbe instruire, éduquer, et le mot maître, éducateur, qui, ce qui est pour nous évidemment une chance, a conservé, disons, une trace dans le copte. OK? Donc, en copte, qu'est-ce que c'est que le copte? Je le dis rapidement pour ceux qui ne savent pas. Le copte, c'est une langue réputée morte aujourd'hui, mais qui passe pour être le stade final de la langue parlée par les anciens Égyptiens. Le copte, c'est une langue qui a été parlée à partir du IIIe siècle, enfin qui apparaît tout au moins tel que nous le reconnaîtrons aujourd'hui, à partir du IIIe siècle, une langue essentiellement ecclésiastique et qui passe pour être le stade final de la langue parlée par les anciens égyptiens, ce qui fait qu'on peut considérer de ce point de vue que le copte est une passerelle sûre qui permet une relation immédiate entre les langues actuellement existantes en Afrique subsaharienne, bien sûr, et la plus haute antiquité des peuples subsahariens. C'est l'ancestralité la plus lointaine. Alors, il se trouve que ce mot présenté ici par Théophile Obenga, mot à partir duquel il fait dériver le grec sophos, parce que pour Théophile Obenga, le mot sophos, qui signifie donc habile, prudent, sage, procède donc de ce mot-ci, de ce mot égyptien. Ça, c'est ce que dit Théophile Obenga. Il présente donc plusieurs mots, donc des correspondants coptes, et on peut comprendre pourquoi il a cette intuition. C'est parce qu'on sait très bien que la lettre B évolue en F ou en PH, d'où le mot sabé peut très bien donner sophos, la terminaison en os étant une terminaison typiquement grecque. Voyez. Donc, ce n'est qu'une mutation phonétique. En clair, il s'agit de cela. Donc, Théophile Obenga présente donc ces deux graphies. Il y en a quelques autres également, mais enfin, celles-ci suffisent pour expliciter mon propos. Présente ces graphies qui relèvent essentiellement du domaine de l'éducation, de l'enseignement en égyptien pharaonique. D'un côté, vous avez le verbe instruire, éduquer. De l'autre, vous avez le substantif pour signifier maître, éducateur, des mots qui correspondent respectivement au copte sabo, pour signifier apprendre, enseigner, au copte sabé, pour signifier sage, intelligent, au copte seb, pour signifier intelligent, rusé, au copte sabé, pour signifier un sage. Okay. Je rappelle que ce sont là des correspondances établies par le professeur Théophile Obenga. Bon. Ici, nous allons introduire l'approche analytique que nous avons en abrégé appelée la méthode Kuba, c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens, ou si vous voulez des lettres éthiopiennes, à partir des langues africaines modernes. C'est ce que nous appelons en abrégé la méthode Kuma. Kuma qui signifie parole, pour simplifier, Kuma qui signifie parole ou parler au sein des langues mandingues, au sein des langues soudanaises. Voilà. Vous avez ici quelque chose d'intéressant
c'est qu'en égyptien pharaonique, soyez juste attentif, hein, prière d'être attentif, parce que c'est un exercice qui est simple, mais qui nécessite une attention. D'accord? Vous avez ici deux graphies, ce que nous appelons en fait des homographes, c'est-à-dire des graphies qui s'écrivent de la même façon, mais qui ont des sens différents. Le sens différent étant amené bien évidemment par le déterminatif. Donc, si vous observez le verbe instruire, éduquer, vous verrez que le déterminatif ici, c'est un homme qui tient un bâton. Je ne vais pas aborder les motifs pour lesquels peut-être que je vais en parler si je m'en souviens, parce qu'en réalité, on sait pourquoi, mais comme je ne souhaite pas être long et que je ne souhaite pas compliquer davantage une matière qui est déjà peut-être perçue comme compliquée, puisque nous parlons ici de philosophie, et ce n'est pas tout le monde évidemment qui se sent philosophe, eh bien, je vais simplifier au maximum pour vous permettre en fait d'accéder à ce que j'ai envie en fait de partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous avez deux graphies. En fait, ce sont des homophones, puisque des homographes rendent compte d'homophones, c'est-à-dire d'homonymes, autrement dit des mots qui se prononcent de la même façon, puisque, j'ai l'habitude de le rappeler, les mêmes signes produisent les mêmes sons, eh bien on a la certitude que lorsque, en égyptien pharaonique, nous disons instruire, éduquer, et que nous disons étoile, c'est exactement le même mot que nous sommes censés prononcer, puisque les mêmes signes produisent les mêmes sons. Bon. Ici, nous avons donc exposé deux homographes. Nous savons que ce sont évidemment des homophones dans la langue parlée, mais la seule nuance ici est introduite par le dessin où nous avons d'un côté un déterminatif qui représente un homme en train de frapper, un homme qui tient un bâton, ce qui a un sens. Hein, je tiens quand même à vous le dire, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas pour rien que nos ancêtres procèdent de la sorte. C'est simplement que si j'ai le temps, je pourrais vous expliquer cela si je m'en souviens, parce que je n'ai pas voulu insister sur cet aspect aujourd'hui. Et de l'autre côté, vous avez un déterminatif qui est simplement une étoile. Mais si vous observez la graphie, tout au moins au niveau de la translittération. Alors, qu'est-ce que c'est que la translittération? Je le dis également pour ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler. La translittération, c'est simplement l'affectation de lettres alphabétiques aux signes gravés. Okay? Parce que la valeur Seba que vous avez ici, elle procède de la valeur phonétique des signes que vous avez, que le scribe a reproduit ici, a dessiné ici. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en réalité, si vous observez là au niveau de la translittération, vous apercevez qu'en fait, c'est le même mot, Seba, d'une part et d'autre, sauf que le sens est différent. À gauche, nous avons le verbe instruire, éduquer. À droite, nous avons le nom de l'étoile. Pourquoi nous procédons de la sorte? Nous voulons clarifier le sens de Seba, puisque Théophile Obenga, d'après son intuition, nous dit que c'est de ce mot que procède le thème de la philosophie, le grec sophos. Eh bien, nous voulons découvrir, c'est une enquête que nous allons engager maintenant, nous souhaitons découvrir quel mot éthiopien, quel mot soudanais, en fait, est ici illustré à travers cette graphie. Quoique le copte sache déjà nous orienter, vous allez voir, puisque le copte a le mot Sebo, Seba, etc. Eh bien, la question qui est posée ici, c'est de savoir effectivement si, à travers les homographes, c'est-à-dire d'une part le verbe instruire, éduquer, et de l'autre côté le nom de l'étoile, eh bien nous parvenons quand même à clarifier en quelque sorte en fait le questionnement qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire l'origine du mot sophos. Bon, nous avons également la chance qu'en copte, eh bien, cette graphie que vous avez ici à l'image pour signifier étoile possède un correspondant copte. Et ici, je vais donc solliciter votre attention parce que vous allez observer quelque chose de curieux. Lorsqu'on questionne ces deux graphies qui sont des homographes, on s'aperçoit que d'un côté, évidemment, les translittérations sont identiques, le sens différent, on sait maintenant pourquoi, puisque le déterminatif aussi change. Mais on s'aperçoit qu'au niveau des valeurs prononcées, c'est-à-dire le mot qui est prononcé, le mot qu'on entend à l'oreille, il est apparemment différent. Parce que le mot pour instruire, éduquer, translittéré Seba, correspond au copte Sabo, qui signifie apprendre, enseigner, Seb, qui signifie intelligent, rusé, habile, etc. D'accord? Mais lorsque nous orientons notre regard maintenant vers le nom de l'étoile, évidemment, la translittération est toujours Seba. Par contre, le mot qui correspond en copte au nom de l'étoile est Siou. J'espère que chacun le voit. Donc, c'est comme une curiosité, puisqu'apparemment, la règle que je viens d'établir, à savoir que les homographes sont des homophones, eh bien, semble ne pas
se vérifier dans ce cas. Je dis semble, à raison, vous allez comprendre pourquoi. Mais je vais déjà commencer par apporter votre attention en fait, sur le phénomène qui est ici observable. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le verbe instruire, éduquer. De l'autre, vous avez le nom de l'étoile. On sait que ce sont des homographes, puisqu'on observe le fait à travers les signes qui sont produits. Nous savons que la conclusion de ceci nous conduit à considérer qu'il s'agit également d'homophones. Mais maintenant, au niveau de la langue parlée, en l'occurrence ici, il s'agit du copte, on observe une nuance qui est curieuse. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez sabot pour signifier apprendre, enseigner. En copte, on va dire seb pour signifier intelligent, rusé. Mais en copte, on dit siou pour signifier étoile. Donc, c'est un problème. J'espère que chacun le voit. Est-ce que chacun voit le problème? Prière simplement de l'indiquer en commentaire, ce qui me permettra également de souffler. Merci. OK. Donc, apparemment, jusqu'ici, vous arrivez, à suivre, tout au moins je me fie aux commentaires que je reçois. Et cette observation, j'espère que vous la faites aussi, c'est-à-dire que nous avons deux homographes. Par contre, au niveau de la valeur prononcée, c'est-à-dire les mots tels qu'ils sont prononcés, notamment en copte, qui est une langue, comme vous le savez, qui rend compte de la langue parlée par les anciens Égyptiens, on observe un phénomène curieux. On observe que en copte, on va dire sabot pour dire apprendre, enseigner. On va dire seb pour signifier intelligent, rusé. Par contre, on dit siou pour signifier étoile. Et c'est un problème, entre guillemets, que nous devons résoudre, car nous sommes ici en train de questionner, comme vous l'avez compris, l'origine du mot sophos, qui signifie sagesse, science, etc. OK? Bon. Ici, je présente maintenant un extrait qui nous vient du Wörterbuch, qui est le dictionnaire allemand d'égyptologie. Alors, pourquoi je vous présente cet extrait? C'est pour bien indiquer ce que je viens de rappeler. C'est-à-dire qu'en copte, car ce sont des correspondances qui évidemment sont également faites par les égyptologues, parce qu'on aurait pu penser que c'est un mot différent, que ce n'est pas la racine séba que reprend le copte siou, on aurait pu le penser, parce que ça peut être un autre mot, évidemment. Mais je présente cet extrait-ci du dictionnaire allemand d'égyptologie, qui est le Wörterbuch d'Hermann et Grapeau, pour bien indiquer que la translittération séba pour étoile correspond effectivement au copte siou. C'est ce qui est indiqué ici. En allemand, on dit der Stern, qui signifie l'étoile. D'accord? Donc, c'est une manière pour moi simplement de bien rappeler aux uns aux autres qu'en réalité, effectivement, nous avons d'un côté sabot qui correspond effectivement à la racine seba pour le verbe instruire. De l'autre côté, nous avons le copte siou qui correspond à la racine seba qui désigne l'étoile. Okay, car c'est effectivement son correspondant en copte. Maintenant, reste à savoir pourquoi, apparemment, ce sont deux mots, disons, différents. Je dis apparemment à dessein, bien entendu. D'accord? Bon. Je vais maintenant vous prier de lever le regard vers les étoiles et de répondre à la question suivante. Comment naissent les étoiles? Pourquoi j'introduis le sujet de cette façon? Parce que vous devez déjà avoir à l'esprit quelque chose de fondamental. Les homophones, c'est-à-dire les homographes, ne sont jamais vains. Parce que on ne parle pas par hasard. On ne dit pas les choses par hasard au sein des langues subsahariennes. On ne parle pas pour rien. Donc, je reprends. Vous devez bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, car ceci sollicite quelques conclusions. OK? Si, dans la langue des anciens Égyptiens, le mot pour dire instruire, apprendre et le nom de l'étoile sont des homophones, il y a une raison à ça.
C'est à nous de la découvrir. D'accord? Donc, on ne faut jamais partir de l'a priori selon lequel ce sont des mots qui se ressemblent parce que, bon, ce sont seulement des homonymes. Non. Les homonymes ont toujours un sens parce que l'élément qui fonde les caractères sacrés égyptiens, c'est le principe de gémelléité que nous appelons régulièrement la ma'at, c'est-à-dire l'équilibre, l'harmonie, ce qui se ressemble. Le principe de gémelléité, c'est-à-dire des jumeaux, si vous voulez, pour parler simplement. D'accord? C'est ça qu'on appelle la ma'at. Et c'est le système, c'est la notion qui fonde les caractères sacrés égyptiens, qui fonctionne précisément sous le principe de la ressemblance de l'homophonie. Parce que la ressemblance, l'homophonie, est une qualité de l'unité, du chiffre 1, du même, du seul, de l'unique, de ce qui est pareil. Bon, ici, j'étends un peu l'exercice de réflexion parce que vous devez savoir que ce que je dis ici, bon, apporte de nombreuses conclusions du point de vue même de la spiritualité des peuples kémites, la manière de voir le monde. Mais je me limite à ces premières, disons, à cette introduction pour ne pas être très long et ne pas insister sur des choses qui peut-être risquent d'alourdir simplement le discours quand les choses sont en fait bien simples. Mais ce que je fais là, c'est simplement pour moi une manière de rappeler que les mots ne sont jamais vains. Et lorsque vous avez dans une langue, en l'occurrence ici l'égyptien pharaonique, des mots qui se prononcent de la même façon, et on le sait d'après les homographes, eh bien, ceci ceci est toujours soutenu par une idée bien simple qui généralement repose en fait sur le paradigme, la vision du monde. Okay? Donc, quand on vous pose la question, ou quand on observe que le verbe instruire, éduquer, etc., l'idée d'intelligence, de sagesse, de ruse, est associée dans le système hiéroglyphique au nom de l'étoile, vous devez nécessairement questionner ce que c'est qu'une étoile pour améliorer la compréhension du corpus que vous êtes en train, en fait, d'analyser. Pour améliorer la compréhension, vous devez nécessairement questionner le sens des homographes. Et une manière bien simple d'y arriver, c'est déjà de savoir comment naissent les étoiles. Alors, comment naissent les étoiles? Une première réponse bien simple. Ceci, vous le trouverez dans les ouvrages, disons, scientifiques, entre guillemets. Okay? Les premières étoiles seraient apparues au moment où l'univers tel que nous le connaissons a vu le jour, après une gigantesque explosion. Ça, c'est ce que vous allez lire dans les ouvrages de référence qui parlent de cosmologie, etc. D'accord? On vous dira que les premières étoiles sont apparues au moment où l'univers, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a vu le jour après une gigantesque explosion. Généralement, cette explosion est appelée, vous le savez, le Big Bang. D'accord? Ne perdez pas de vue le sujet qui nous rassemble ce soir. Hein. Nous sommes en train de questionner l'origine du mot sophos, hein, qu'on trouve dans philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Mettons de côté la question de l'amour, c'est-à-dire philo, questionnons davantage la notion de science, de sagesse. D'où vient ce mot sophos? Théophile Obenga nous dit que ce mot vient d'un mot égyptien translittéré seba, qui signifie instruire, apprendre. Et que ce mot, là, c'est moi qui le dis, observe une homographie avec le nom de l'étoile. Raison pour laquelle, dans l'exercice analytique, je questionne l'étoile dans la relation qu'elle peut entretenir avec la notion d'instruction. Et lorsqu'on se pose la question de savoir comment naissent les étoiles, on apprend aussitôt que les premières étoiles seraient ou sont apparues au moment où l'univers, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a vu le jour après une gigantesque explosion. Et vous savez que cette explosion importante, qui se situe, dit-on, à l'origine de l'univers, est appelée le Big Bang. C'est comme ça que les scientifiques, tout au moins la cosmologie européenne, le paradigme européen, disons, l'appelle de cette façon. Vous verrez que les Soudanais ont une autre perspective, mais qui renvoie à la même idée, sauf qu'on y ajoute évidemment une perspective religieuse, spirituelle, ce qui est un peu différent du point de vue des conclusions. Bon. La chose que je vais vous dire maintenant, parce que je vais ramener ça à quelque chose que vous connaissez déjà à travers les travaux que nous avons déjà pu exposer. Vous devez savoir que ce qu'on appelle le Big Bang dans la science, on dit contemporaine, je dis contemporaine pour ne pas dire moderne, parce qu'on a souvent une mauvaise idée de ce qu'on appelle la modernité. On pense que c'est ce qui est avec nous qui est moderne. Pourtant, ça peut être perçu
objectivement comme une décadence, en fait. Faut quand même se dire les choses aussi clairement. Donc, je préfère dire contemporain. J'aurais pu dire la science moderne, mais c'est une manière, en fait, d'habiller une réalité qui est peut-être décadente, en réalité. Donc, on va dire simplement contemporaine. Eh bien, ce que nous appelons Big Bang dans le monde contemporain n'est autre que, ne correspond en fait dans les discours sociogoniques ou cosmogoniques des peuples soudanais au sacrifice du héros culturel. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, bien sûr, il s'agit d'Osiris, que je présente ici. Ce n'est qu'une image, bien entendu. Osiris, c'est d'abord un concept. Bon, Osiris qui, comme vous le savez, passe pour être le premier roi de l'Égypte pharaonique. Bon, alors, je dis, ceci doit être bien clair dans l'esprit de chacun, que ce que nous appelons le Big Bang dans la science contemporaine correspond à la mort, au sacrifice du héros culturel, puisque cet héros culturel est objectivement associé à la plus petite des choses dans la pensée religieuse des peuples soudanais, plus petite des choses qu'on peut appeler Kissé, c'est-à-dire le grain. Kissé, qui en copte désigne la momie, raison pour laquelle Osiris prend donc l'apparence d'une momie. Ça, je l'ai souvent rappelé à d'autres occasions, d'accord? Et cette plus petite des choses que les Dogons appellent Kissé Ouzi, la plus petite des choses, évidemment, prend également l'apparence du fonio dans le contexte Dogon, sachant bien évidemment que ce fonio n'est autre que le nomo. Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire qui se produit, c'est que le discours sociogonique de l'Égypte pharaonique nous apprend qu'Osiris a été démembré en 14 morceaux. C'est ce que dit Plutarque dans le traité d'Isis et Osiris. Or, chez les Dogons, le nomo, qui est l'équivalent d'Osiris, j'aurais même pu dire qui est Osiris lui-même, mais puisque je ne souhaite pas vous mêler dans ce que j'observe comme des évidences quand nous étudions la chose, notamment dans le cadre de l'école des scribes, je vais quand même encore distinguer les personnages. Bon, on vous dit qu'Osiris a été démembré en 14 morceaux. Ça, c'est ce que vous savez, d'après ce que dit Plutarque dans le traité d'Isis et Osiris. Le Nomo, chez les Dogons, a été démembré en 5 morceaux. Pharaon, chez les Bambara, Malinké et Bozo même, a été démembré en 5 morceaux. En réalité, nous sommes ici dans un système numérique qui s'égalise en quelque sorte. Car il suffit simplement de se rappeler, de se souvenir que dans le système soudanais, il existe ce qu'on appelle des réductions. 14, c'est 1 plus 4, qui est égal à 5. Donc, quand on dit, écoutez bien ce que je dis, s'il vous plaît, c'est très important. Quand on dit qu'Osiris a été démembré en 14 morceaux, c'est une manière de dire, ceci revient en quelque sorte à dire qu'Osiris a été démembré en 5 morceaux. Pourquoi? Parce que 14 égale 1 plus 4. Ça, c'est un modèle de réduction courant dans les sociétés initiatiques des peuples soudanais. Ici, en particulier, je parle notamment du Komo, d'accord? C'est-à-dire chez les Bambara en particulier, où ceci est observable, où je l'ai observé moi-même. Donc, je peux en parler, évidemment. Donc, je dis que ce que nous appelons le Big Bang, je le reprends encore une fois, dans la science contemporaine, correspond dans les corpus soudanais, les corpus religieux soudanais, au sacrifice du héros culturel, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Chez les Dogons, on l'appelle Nomo, vous le savez, qui est le fils d'Amma. Chez les Bambara Malinké, on l'appelle Pharaon, qui est le fils de Mangala, d'accord, qui va être sacrifié pour purifier, lessiver, laver l'univers du désordre causé par son frère jumeau, qui d'un côté prend le nom d'Ogo, c'est-à-dire le renard pâle chez les Dogons, et chez les Bambara Malinké, bien sûr, on l'appelle Pemba ou Femba, d'accord, sachant que Pemba, Ogo, tout comme Set, ne sont qu'une seule et même entité. D'accord? Mais puisque je ne vais pas être long et développer dans ces aspects, je tiens simplement ici à rappeler que nous sommes ici dans un système numérique qui s'égalise. Quand les Égyptiens parlent de 14 morceaux, les Soudanais aujourd'hui auraient pu dire 14 également, cela revient au même. Pourquoi? Parce que 1 plus 4, 1 plus 4 égale 5. Bon. Donc, c'est le sacrifice d'Osiris. C'est le sacrifice du nomo qui est sociogonique. Qu'est-ce que j'entends par sociogonique? C'est-à-dire qui donne naissance aux institutions traditionnelles. C'est le sacrifice de Pharaon qui est sociogonique, c'est-à-dire qui donne naissance aux institutions traditionnelles qu'on appelle le Big Bang dans la science contemporaine, c'est-à-dire la naissance des étoiles. J'espère que ce lien, vous le faites dans votre esprit. Les premières étoiles sont apparues au moment où l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui a vu le jour, après
une gigantesque explosion. Cette gigantesque explosion, c'est le sacrifice du héros culturel, en l'occurrence d'Osiris, pour ce qui concerne l'Égypte pharaonique, le Nomo, pour ce qui concerne les corpus Dogon, Pharaon, pour ce qui concerne les corpus Bambara Malinké et Bozo. D'accord? Bon. Est-ce que, puisque je peux me permettre de vous relancer là-dessus, est-ce que la chose est claire jusqu'ici? Prière simplement de me l'indiquer, ce qui permettra de poursuivre. Merci. Alors, il y a Étoile Filante qui pose la question de savoir quel est le rapport avec le chiffre 5. Ceci vient, Étoile Filante, juste un peu de patience. Évidemment, lorsque j'expose ceci, c'est bien pour le clarifier ensuite. Ce n'est pas pour vous laisser dans l'incertitude. Ça va être très clair même. Mais ce que je veux m'assurer jusqu'ici, puisque je suis en train de m'exprimer et que je veux parler pour être compris, simplement m'assurer que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous comprenez ce qu'on appelle le Big Bang dans la science contemporaine. Sachez que dans les corpus soudanais, on ne dira pas Big Bang parce que c'est un mot nébuleux inventé. Ça ne veut rien dire Big Bang. Ah bon, hein? On comprend simplement qu'il s'agit d'une explosion. Mais cette explosion, c'est l'explosion de l'atome originel, de l'œuf du monde, si vous voulez. Il existe comme ça des métaphores, des représentations dans le monde soudanais. Mais sachez que nous sommes ici en train de parler du héros culturel. Pharaon chez les Bambara Malinké, Nomo chez les Dogons, Osiris en Égypte pharaonique. D'accord? C'est de cela que nous parlons. Bon. Alors, il y en a qui disent que c'est clair, d'autres qui disent pas vraiment. Alors, je ne sais pas à quel niveau c'est pas vraiment clair. Enfin, je me suis repris il y a plusieurs fois. Si jusqu'ici la chose n'est pas claire, eh bien, je vous prierai simplement de revenir à la suite de cette communication pour tenter de saisir les bouts peut-être qui vont manquer. Mais je me reprends à plusieurs fois pour m'assurer que vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Ce qu'on appelle le Big Bang dans la science contemporaine, c'est le sacrifice du héros culturel. Osiris, Nomo, Pharaon, c'est la même entité. Osiris, c'est 14 morceaux. 14 égale 5, parce que 1 plus 4 égale 5. C'est comme ça qu'on réduit dans la numération sacrée des peuples soudanais. Hein? Bon. Ceci étant dit, j'ajoute maintenant la chose suivante. Parce que vous devez savoir, pourquoi 5? C'est la question qui a été posée par Étoile Filante. Pourquoi 5? Parce que 5 se rapporte à la distribution des points cardinaux. Le 5e point étant bien évidemment le centre. D'accord? Bon. Dans le système religieux soudanais, en particulier le Komo, qui est l'ordre initiatique masculin par essence chez les peuples mandingues, les étoiles, réputées au nombre de 266, représentent des éclats qu'on appelle chi ou ti, qui correspondent aux morceaux du corps démembré de Pharaon, c'est-à-dire de Nomo. Je rappelle également, car vous allez comprendre pourquoi on dit 266, ceci dénote simplement de la numération, car dans les faits, évidemment, il existe bien plus que 266, mais c'est une façon de réduire la chose pour bien comprendre de quoi nous parlons, pour bien saisir en fait la pensée symbolique et la loi fondamentale de l'univers. Dans le système de réduction soudanais, 266 égale 14, puisque 2 plus 6 égale 14, égale 5. Voilà pourquoi on dit, dans le Komo en particulier, chez les Dogons également, c'est le cas bien entendu, qu'il existe dans l'univers 266 étoiles et constellations. Les Bambara appellent ces étoiles et constellations du nom de éclat. Éclat. Hein? Parce que la chose a éclaté. Hein? Je parle clairement pour que vous compreniez. Pourquoi on dit éclat? Parce que ce sont des morceaux. Sous-entendu, les morceaux du héros culturel. Hein? Okay? Ceci pour établir le rapport avec les étoiles, car vous allez comprendre que les étoiles que vous voyez dans le ciel sont autant de morceaux du héros culturel. Puisqu'il a explosé à l'origine, tous les corps célestes sont ces morceaux, les morceaux du corps du héros culturel. En l'occurrence, ici, bien sûr, je parle d'Osiris, de Nomo ou de Pharaon, sachant que cela, bien sûr, c'est la même chose. Je dis donc que le chiffre 5, c'est-à-dire les 14 morceaux du corps d'Osiris, c'est ce qu'on appelle la croix. Quand on est chrétien, c'est des choses qu'on reconnaît aisément quand on est chrétien. Bon, lorsqu'on est évidemment d'une culture plutôt musulmane, la croix n'est pas tout à fait immédiate dans la ritualité des peuples musulmans, mais tout au moins des musulmans en général. Mais sachez que, évidemment, dans la compréhension des choses, cela ne peut pas échapper à l'intuition, à l'intelligence d'un Soudanais qui s'intéresse à sa tradition. C'est là l'origine de la croix. D'accord?
C'est là l'origine de la croix. Parce que 5, bien sûr, c'est le point central qui représente qui c'est, la plus petite des choses, c'est-à-dire le héros culturel lui-même, avec les points cardinaux qui sont les directions que vont prendre les morceaux démembrés. C'est-à-dire l'explosion va projeter aux 4 points cardinaux les morceaux du corps du héros culturel qui, lui, se situe au milieu. Voilà pourquoi, quand on vous présente la croix, on va mettre Jésus, hein, le personnage biblique de Jésus, au centre, sur la croix. C'est ça, la symbolique. En fait, c'est Osiris, c'est Nomos, c'est Pharaon qu'on est en train de représenter de la sorte. Bien évidemment, au goût des dernières inspirations qui sont, disons, européennes. Mais en réalité, c'est un corpus soudanais qu'on est en train de vous exposer sans plus dire, sans avoir, disons, le bénéfice de rappeler qu'en réalité, tout ceci est sorti, évidemment, des corpus initiatiques des peuples soudanais. Il faut quand même savoir le dire. Bon. Donc, je reprends, puisque la question a été posée. Étoile filante a posé cette question. Elle voulait savoir pourquoi 5, à quoi renvoie 5. Pourquoi on dit qu'Osiris a été découpé en 14 morceaux. C'est parce qu'on sait que 14 égale 5. 5, c'est le centre et les 4 points cardinaux représentés par la croix. Qu'est-ce que c'est que cette croix? Cette croix, c'est l'expression, le dessin, si vous voulez, de l'explosion originelle, de l'éclatement de l'atome originel, c'est-à-dire du héros culturel, hein, la plus petite des choses. Qui c'est? C'est le fonio. Le fonio, c'est la céréale la plus petite de l'univers soudanais. C'est le fonio. Voilà pourquoi on choisit le fonio pour incarner le nomo. Le nomo et le fonio, c'est la même chose. Je pense que vous le savez, sinon vous le saurez maintenant. Et cette croix est donc dans la description, évidemment, de l'explosion originelle. C'est ce qui est représenté de cette façon. 14 égale 5. 14 égale 5. Mais la chose est un peu plus riche, hein, quand on pénètre maintenant les corpus soudanais, puisque dans le système religieux soudanais, en particulier dans le Komo, qui est un ordre initiatique, qui comporte d'ailleurs 33 degrés, ça aussi je dois le dire, parce que ça a encore été emprunté, vous le savez, par les sociétés initiatiques européennes, quand on parle de 33 degrés, 33 vertèbres, tout ceci est présent dans le Komo, mais je ne vais pas être, être long sur ce plan, je préfère me limiter à quelque chose que vous pouvez appréhender, puisque j'ai souhaité être disons, assez clair sur les choses relativement simples. Donc, dans le système religieux soudanais, le Komo, les étoiles sont réputées être au nombre de 266. Ces étoiles représentent les éclats, c'est-à-dire les morceaux du héros culturel qu'on appelle Chi ou Ti en Bambara Malinké. On dit aussi Ki. On dit Chi, Ti ou Ki. D'accord? Bambara Malinké. Qui correspondent aux morceaux du corps démembré. Voilà pourquoi on dit les éclats. Mais dans éclat, il y a aussi l'idée de briller. Donc, on parle aussi des étoiles. Hein, vous allez le comprendre. Bon, pourquoi je parle de ceci? Parce que vous pouvez vous dire, mais quel rapport avec la philosophie? C'est que la finalité de ceci, je l'annonce déjà, vous allez comprendre que la science ne se dégage pas des parties, des morceaux du corps du héros culturel, c'est-à-dire celui qu'on appelle Osiris. Vous allez le comprendre. C'est la raison pour laquelle, et vous verrez également que la science s'appréhende premièrement par l'observation des étoiles. Ça aussi, vous allez le comprendre. OK? Mais ça, c'est déjà en quelque sorte une forme de conclusion. Mais pour l'instant, puisque nous sommes encore à la découverte, hein, de l'origine du mot sophos, je vais me limiter à ce que j'ai déjà pu dire avant. Je vais essayer de procéder comme ça par étapes pour ne pas vous perdre. OK? Dans le système religieux soudanais, le Komo en particulier, les étoiles au nombre de 266 représentent des éclats qui se disent chi ou ti, qui correspondent aux morceaux du corps démembré de Pharaon ou Nomo. Pharaon, c'est Bambara Malinké, je l'ai dit. Dans le système de réduction soudanais, notamment chez les Mandingues, 266 égale 14 égale 5. Voilà pourquoi on dit qu'il y a 266 étoiles et constellations qui correspondent aux éclats qu'on appelle chi, au singulier. Bon. Si la chose est claire, je procède. J'ajoute ceci. En Bambara Malinké, chi ou ti, qui signifie éclat, a aussi le sens de signe. Je reprends. En Bambara Malinké, chi ou ti, qui signifie éclat, signifie aussi signe, sous-entendu signe d'écriture, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Hein, parce que c'est de ça que je suis en train de parler, même si ce n'est pas encore apparent, vous allez bien le comprendre ensuite. Parce que, évidemment, le premier intérêt des signes réside dans la divination. Et la divination se fait, bien évidemment, par l'exercice, l'observation des étoiles. C'est un aspect de la culture soudanaise
que vous pouvez appréhender assez rapidement, parce que ce sont des choses évidentes. Je l'ai dit pour que vous saisissiez, premièrement, ce qu'on appelle un signe. Quand nous parlons des hiéroglyphes, ce n'est pas simplement une manière de réduire la chose à l'alphabet. Ça, c'est un appauvrissement de la pensée symbolique qui soutient la notion d'écriture dans le monde soudanais. Et c'est aussi pour moi une manière de rappeler que lorsqu'on dit généralement que les sociétés africaines, subsahariennes, disons, relèvent de l'oralité, c'est une erreur fondamentale, car notre civilisation est essentiellement fondée sur l'écriture. Essentiellement fondée sur l'écriture, car les lettres éthiopiennes, que nous appelons en fait les hiéroglyphes, sont autant de morceaux du corps du héros démembré, que nous appellerons Osiris par commodité. On peut également parler du Nomo ou de Pharaon, c'est la même chose. Bon, je vais donc reprendre ceci. En Bambara Malinké, le mot ti ou ti, qui signifie éclat, signifie aussi signe. D'accord? C'est le même mot. C'est le terme que les Bambara Malinké utilisent pour signifier le signe d'écriture, le signe sacré. Ce sont des signes qui sont tracés. Il y en a 266. Hein? Le Komo, qui est l'ordre initiatique masculin par essence, également consacré bien sûr à la connaissance, le Komo possède 266 signes, c'est-à-dire 14, c'est-à-dire 5. Parce qu'on ne peut pas dépasser cela, puisque nous sommes ici en train de parler en fait des 4 points cardinaux. Saisir les 4 points cardinaux signifie saisir l'univers dans sa globalité de toute façon. Voilà pourquoi, bien conscient du fait qu'il existe millions et milliards d'étoiles, ce n'est pas nécessaire d'aller dans le million et le milliard si nous saisissons les 4 points cardinaux, car avec les 4 points cardinaux, nous résumons en quelque sorte ce que nous entendons par univers. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair. Donc, le Komo possède 266 signes. Mais 266 égale 14 égale 5. Ce sont les morceaux du corps du héros culturel, c'est-à-dire d'Osiris. Hein? Si nous tenons comme référence la civilisation égyptienne, et c'est bien le cas, puisque les Soudanais, c'est-à-dire les Malinké Bambara, les Soninké, proviennent de l'Égypte pharaonique. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est ce que disaient nos ancêtres dans la vallée du Nil. Ça, vous devez vraiment le savoir. C'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas deux aires culturelles, ce n'est pas différent. OK? Bon. Osiris a été démembré en 14 morceaux. Nomo Pharaon, c'est 5 morceaux. J'ai expliqué pourquoi. En Bambara Malinké, on dit ti ou ti pour signifier éclat. L'éclat, c'est le morceau du corps démembré, d'accord, qui va être rassemblé par Isis. Ça, c'est autre chose, je ne vais pas y revenir. Et, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est un mot qui signifie également signe, d'accord? Ti, signe, en Bambara Malinké, c'est le cas. Et le Komo, qui est l'ordre initiatique des Malinké par essence, masculin en particulier, possède 266 signes, mais 266 égale 14 égale 5. Bon, je l'ai dit, c'est clair. Je vais maintenant lire ce texte. C'est un texte de Germaine Dieterlen et Youssouf Tata Cissé. Ils ont publié en 1972 un livre sur les fondements du Komo. Le Komo, c'est l'ordre initiatique majeur masculin des peuples soudanais. C'est l'ordre initiatique dans lequel on forme la jeunesse, on éduque les jeunes. Hein? C'est un ordre initiatique essentiellement fondé sur l'appréciation, l'appréhension, si on veut, des corpus éducatifs du monde soudanais. C'est ce qu'on appelle le Komo. Ce n'est pas en vain si j'apporte cette précision. Je vais lire ce qu'ils écrivent pour essayer d'améliorer la compréhension de ce que j'ai pu dire jusqu'ici et vous allez certainement mieux comprendre de quoi il s'agit. Pour les Bambara, disent Youssouf Tata Cissé et Germaine Dieterlen, qui malheureusement les deux sont aujourd'hui de regretter mémoire parce que les deux sont malheureusement décédés aujourd'hui. Pour les Bambara, les signes qu'on appelle Tiou ou Chiou, au nombre de 266, c'est ce que je rappelais depuis tout à l'heure, représente le fondement de la connaissance, Donidiou, la semence de toute la connaissance, Donisiaosia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Bon, donc je reprends. Pour les Bambara, les signes Tiou ou Tiou, au nombre de 266, représentent le fondement de la connaissance, Donidiou, la semence de toute la connaissance, Donisiaosia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Et l'on dit, l'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. Bon, sachez que je suis en train de parler des hiéroglyphes sans réellement le dire. Je le dis quand même au passage parce que je ne suis pas en train de parler d'autres signes. Ce sont les hiéroglyphes. C'est de ça que je suis en train de parler. Bon. Donc, je reprends. Et l'on dit,
L'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. La connaissance est sortie, c'est-à-dire issue des signes. Bon, n'oubliez pas que je suis en train de parler de philosophie, hein. Je le dis comme ça en passant. Peut-être que ça peut vous échapper, le sujet peut vous échapper, mais j'espère que vous êtes, hein, comme on dit régulièrement au Cameroun, j'espère que vous avez l'œil sur le ballon. Vous ne perdez pas de vue l'essentiel, parce que vous allez comprendre à la suite de ce que je suis en train de dire, pourquoi j'ai orienté l'exercice du jour vers les étoiles. Bon, donc je reprends. Et l'on dit, l'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. La connaissance est sortie, c'est-à-dire issue des signes. Les 266 grands signes, Chibao, comme ça qu'on les appelle, Chibao, c'est-à-dire les grands signes ou les signes mères, ou signes fondamentaux du Komo, sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Les 266 signes, grands signes qu'on appelle Chibao, ou signes fondamentaux du Komo, sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Mais je rappelle que ces 266 signes passent pour représenter les morceaux du corps démembré du héros culturel, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Bon. Les deux auteurs ajoutent leur genèse, c'est-à-dire la genèse des signes, retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers visible ou invisible. Leur genèse, sous-entendu la genèse des signes, retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers visible ou invisible. Cette genèse oblige à pénétrer la cosmogonie Bambara, car pour ces derniers, c'est-à-dire les Bambara, ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. Cette genèse oblige à pénétrer la cosmogonie Bambara, car pour ces derniers, ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. En effet, les idées représentées par ces idéogrammes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres, éléments et sentiments qu'ils désignent et qui furent nommés en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, chaque sentiment, chaque être, saisissez bien ce que je dis, chaque sentiment, chaque être, chaque élément a des correspondances au niveau des étoiles. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ça veut dire également que chaque être, chaque élément, chaque sentiment procède des morceaux du corps du héros démembré. OK? C'est ce que ça veut dire. Ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. En effet, les idées représentées par ces idéogrammes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres, éléments, sentiments qu'ils désignent et qui furent nommés en même temps. On peut dire encore que des choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. Parce que, évidemment, la vibration précède la matérialisation. La vibration, c'est le nom qui précède la matérialisation. C'est pour ça que l'immortalité ne peut s'obtenir, ne s'acquiert qu'à travers le nom, qui est la vibration. J'espère que vous allez saisir ce que je suis en train de dire, même si, bon, ce n'est pas tout à fait le sujet, mais c'est la conséquence logique. Donc, on ne s'appelle pas n'importe comment. Il n'y a pas de fantaisie dans la désignation des choses et des noms. Et je tiens à dire que ce fut un privilège pour nos ancêtres que d'avoir été les premiers nomenclateurs, car ce sont les langues subsahariennes qui, les premières, ont nommé les choses. C'est très important ce que je dis là, parce que la conclusion de ceci, c'est que en réalité, toutes les langues du monde qui sont parlées dans ce monde procèdent des langues subsahariennes. Ça aussi, vous devez le savoir. C'est pour telle raison que c'est un absurde débat que d'aller questionner les langues indo-européennes, sémitiques, en y voyant des différences vis-à-vis des langues subsahariennes. Je parle ici essentiellement du vocabulaire qui est évidemment une manière d'approcher les conclusions qui sont les nôtres sur cette question spécifique.
D'accord? Et d'ailleurs, je vais tenter de l'illustrer tout à l'heure par un exemple simple. Bon. On peut dire encore que les choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. L'idée à l'état pur et statique a précédé l'acte de création. Parce que si la chose n'est conçue, elle ne peut exister. Donc, c'est d'abord un travail d'intelligence, de réflexion qui conditionne la matérialité des choses. Cela veut dire en clair que l'univers que vous observez autour de vous, l'urbanisme, l'organisation des choses, la société, bref, les institutions de la société que nous appelons un peu régulièrement aujourd'hui la République, le Parlement, toutes ces choses qui habillent en fait les sociétés humaines naissent de l'esprit de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a pensé ça pour que ça existe. Et ce quelqu'un a un paradigme à lui, une façon de voir. Donc, si ce paradigme heurte la façon de voir des peuples qui, eux, sont censés épouser cette vue, eh bien, ça produit le désordre que nous observons aujourd'hui dans les sociétés subsahariennes. Car le paradigme ne correspond pas à la réalité objective ou sociogonique des peuples. Quand vous n'avez pas république, quand vous n'avez pas parlement, quand vous n'avez pas Sénat dans votre cosmogonie, vous ne pouvez pas en faire une réalité dans votre société. Ça veut dire que vous êtes en train d'emprunter et vous êtes en train de mimer, mais ce n'est pas vrai. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Pour dire clairement les choses, je parle ici pour que j'aurais pu utiliser des mots savants, mais je crois que ce n'est pas nécessaire. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est dans la cosmogonie des peuples subsahariens qu'on trouve leur réalité, c'est-à-dire leur vision du monde, qu'on trouve leur divinité, leur spiritualité, leur façon d'être. Si vous n'allez pas vous ressourcer dans votre cosmogonie, vous êtes nécessairement dans le mimétisme. Vous allez vous mettre à singer des choses et ça ne va évidemment pas fonctionner. Ceci est encore plus dramatique lorsqu'on parle ici d'une civilisation qui a fait ses preuves à travers, pour ne citer que cet exemple, la civilisation égyptienne. C'est-à-dire, ce n'est pas comme si, à la suite de ce que je viens de dire, il n'y a pas les preuves que ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est produire des fruits qui savent être partagés par l'humanité dans sa globalité, parce que on ne compte plus le nombre de sciences inaugurées dans la civilisation égyptienne, qui sont aujourd'hui des lieux communs. Mais il faut bien savoir que c'est parce que cette vision du monde, c'est-à-dire celle de nos ancêtres, est féconde, qu'elle a su produire ce que nous appelons aujourd'hui la civilisation. D'accord? Quand aujourd'hui, cette vision que nous empruntons produit essentiellement le désordre dans nos lieux de souveraineté. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Il faut savoir ce qu'on veut. Et nous avons les outils pour réhabiliter évidemment ce que nous voulons. Car ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut. Enfin, notre Dieu. D'accord? Bon. On peut dire encore que les choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. L'idée, à l'état pur et statique, a précédé l'acte de création. C'est lorsque s'est manifesté le pensée, conçu comme un mouvement interne, imprimé aux idées, qu'a été réalisé l'univers, qui est la matérialisation de la pensée de Dieu. Cette pensée, les Bambara l'appellent Miri. C'est tout un concept. Le temps, évidemment, manquera pour aller dans ce détail, mais je le dis pour ceux qui parlent Bambara, pour qu'ils sachent de quoi je suis en train de parler ici. Miri, le pensée, la pensée de Dieu. Okay? C'est lorsque s'est manifesté le pensée, conçu comme un mouvement interne, imprimé aux idées, qu'a été réalisé l'univers. Ça, c'est le processus de création normal. Si vous ne suivez pas ce processus, vous êtes dans l'emprunt, dans le mimétisme. C'est-à-dire, vous abdiquez à votre qualité d'homme, d'être humain. C'est ce que ça veut dire. Bon. Et on dit ceci. Je reviens donc à une première conclusion. Les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations dites signes du ciel. Kabatiu, pour ceux qui parlent Bambara. Les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations dites signes du ciel, qui jouent un rôle de premier plan dans le système d'initiation et d'enseignement en vigueur chez les Bambara. Parce que là, vous allez comprendre cette homophonie observée dès le départ entre éducation, enseignement, instruction et étoile. Parce que si vous n'avez pas cette clé, vous ne pouvez pas saisir ce que nous appelons dans le monde subsaharien l'éducation, l'enseignement, l'initiation. Vous n'allez pas le comprendre. Donc, il fallait faire ce détour qui n'est même pas tout à fait un détour car instruction et étoile, c'est la même chose, puisque ce que nous étudions à l'école, c'est le corps d'Osiris. C'est simple. Les sciences, les matières que nous étudions et que nous appelons université, d'ailleurs,
en français, la perspective demeure, puisque université vient de univers, c'est-à-dire de unus, c'est-à-dire un. D'accord? Donc, les nombreuses matières que vous étudiez en réalité ne sont que des morceaux du corps du héros démembré. C'est ça qui est étudié. On va appeler ça chimie, on va appeler ça mathématiques, on va appeler ça biologie. Tout ceci participe d'une seule et même chose, l'univers. D'accord? C'est-à-dire le corps du héros démembré. Voilà la relation avec les étoiles. Bon. Les signes du Como sont représentés par le ciel, enfin, les signes du Como sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations dites signes du ciel qui jouent un rôle de premier plan dans le système d'initiation et d'enseignement en vigueur chez les Bambara. Ça, je le dis parce que vous devez le savoir. À la suite de cela, le mot chi ou ti que les Bambara emploient pour désigner le signe sacré correspond au hiéroglyphe, au mot, à la graphie égyptienne qui rend compte du signe d'écriture, du hiéroglyphe ou de la figure. J'expose ici la graphie pour que vous sachiez exactement de quoi je suis en train de parler. On le reconnaît, on va être rapide parce que je n'irai pas dans l'analyse poussée de la graphie, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Je reconnais ici qu'il y a quelques membres de l'école des scribes, donc ils sauront de quoi je suis en train de parler peut-être plus aisément, plus facilement, mais enfin, je le dis en général pour ceux peut-être qui ne savent pas, comment dire, qui n'ont pas une connaissance relativement importante, on va dire, des caractères sacrés. Ce n'est pas essentiel pour comprendre ce que j'ai à dire, raison pour laquelle je ne vais pas aller dans une analyse poussée des déterminés, etc. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que je peux dire ici, c'est que le mot que les Bambara utilisent, chi, pour signifier le signe, l'éclat, correspond à la graphie égyptienne qui désigne le signe d'écriture, le hiéroglyphe pris isolément. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le signe d'écriture, évidemment, une relation intime avec l'étoile, vous allez le comprendre. Ça, c'est la première chose. Le signe d'écriture correspond à un éclat, c'est-à-dire à un morceau du corps démembré du héros culturel. L'ensemble, évidemment, constitue un corpus homogène, on va dire les archives, si vous voulez, mais c'est autant de matière, autant d'éléments en fait, qui participent de la reconstruction du corps du héros culturel. C'est ça. Étudier, aller à l'école, c'est analyser le corps d'Osiris pour dire clairement les choses. Hein, vous devez vraiment le savoir, puisque Osiris, c'est Dieu. D'accord? Parce que l'école, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu rapidement la science, ne se détache pas de la religiosité, de la spiritualité. Pour les peuples kémites, c'est même impensable. D'accord? Il faut bien comprendre dans quel paradigme on se situe et pourquoi on dit la chose de cette façon. Cette graphie que vous avez ici à l'image, nous avons une chance, correspond au copte toi, qui signifie signe. C'est comme ça que le copte va lire cette graphie. Mais c'est le mot que les Dogons emploient pour dire le signe. Exactement le même mot. Toi, pour signifier le signe d'écriture. Chez les Dogons, c'est exactement le même mot. Mais sachez que Dogon et Bambara, les Dogons sont des malinqués. Je le dis peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Les Dogons sont des malinqués. Donc, quand les Dogons disent toi pour dire signe, c'est le même mot qui mute chez les Bambara pour signifier le signe. Les Bambara vont dire chi ou ti quand les Dogons diront toi. Mais on sait que c'est le mot Bambara d'après même la translittération. C'est-à-dire qu'ici, on va vous dire que ce mot est translittéré ti ou chi. Parfois, on rajoute le T comme désignant, c'est-à-dire terminaison de la forme féminine, mais on sait très bien que ce T final ne se lit pas. Donc, c'est chi. D'accord? C'est ce qui est écrit ici, la translittération en témoigne. Ça montre que nous sommes simplement dans un système de correspondance. Le copte a pris le mot des Dogons, en fait, parce que, évidemment, les Dogons viennent d'Égypte. Ça, je pense que je vais simplement le redire peut-être pour ceux qui le découvrent. Et ce mot mute devient chi ou ti chez les Bambara malinqués, mais c'est le même mot. Je le dis également parce que je vais un peu étendre la chose à la zone dite Bantou, parce que, si je focalise davantage, si je porte une attention spécifique sur les corpus soudanais, c'est parce que dans le cadre de l'école des scribes, nous en avons fait notre corpus principal, parce que nous travaillons sous la tutelle des sociétés initiatiques soudanaises. Mais sachez que en Bambara, je l'ai rappelé tout à l'heure, ou en Malinké, c'est la même chose, on peut dire chi, ti ou ki pour dire le signe d'écriture. Ce que je suis en train de dire là, chi ou ki, c'est ce mot qui devient préfixe au sein des langues dites bantou pour signifier la langue parlée. Parce que le signe d'écriture et la langue parlée, c'est-à-dire la parole, c'est la même chose. Ça aussi, je le dis pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. On dira par exemple chi luba, la langue parlée des Luba. La langue parlée par les Luba. C'est ça qu'on appelle chi
Luba, le chi là que je prononce là, c'est ça qui est ici chez les Bambara pour signifier le signe d'écriture. On dira Ki Congo. Ki Congo, la langue parlée par les Congos. C'est ce qui là qui est ici utilisé pour signifier le signe d'écriture. Parce que n'oubliez pas qu'en perspective, nous parlons ici de ce que les égyptologues appellent les médounichères, c'est-à-dire la parole sacrée, la parole divine. Ce sont les langues soudanaises, c'est de cela qu'on parle. Je fais cette extension pour que vous sachiez de quoi je suis en train de parler. C'est vrai que je ne vais pas étendre la réflexion du jour vers les corpus, on va dire bantou, entre guillemets, parce qu'en réalité, nous sommes tous des Soudanais. Je l'ai dit encore une fois pour que ce soit bien clair, car ce que disent les Bambara Malinké est reconnaissable dans toutes les sociétés constituées en Afrique subsaharienne, parce que la vision du monde est la même. Je l'ai dit mais j'ai voulu faire cette extension pour que vous sachiez que quand on dit, par exemple, qui Swahili, la langue des Swahili, le qui là, c'est ça qui est ici, chi, pour dire le signe d'écriture. Parce qu'entre le signe et la parole, c'est la même chose. Du point de vue du paradigme subsaharien, c'est la même chose. Et c'est toujours, en perspective, bien sûr, les morceaux du corps d'Osiris. Donc, les peuples là, qui se décrivent comme différents et qui se trucident à travers des inepties comme le tribalisme, par exemple, doivent savoir qu'en réalité, ils participent d'une seule et même unité, une seule et même entité qu'on appelle Dieu. Vous devez le savoir. Donc, vous devez faire l'effort de vous unir. C'est ce que, comment dire, nécessite, c'est ce que demande l'univers. Et si on a un peu de respect pour soi-même, si ce n'est pour ses ancêtres et pour Dieu, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Travailler à l'unité. Mais l'unité ne nie pas la diversité. Parce que le Chiluba, ce n'est pas le Kikongo. Hein? Il y a quand même une réalité qui apporte quelques nuances. Quand au fond, c'est le même peuple, cette diversité est quand même belle à voir, observable, et c'est la volonté de Dieu. Donc la diversité ne signifie pas comment, la différence. Parce que la nature commande la diversité. On l'observe quand on rentre en forêt. Les arbres ne sont pas les mêmes, les essences ne sont pas les mêmes, les animaux ne sont pas les mêmes, mais ils cohabitent dans un univers qui est homogène. Hein? Voilà. Donc il faut s'émanciper de tout ce qui est racisme, tribalisme, toutes ces choses avec des ismes qui empêchent les peuples subsahariens en fait d'émerger pour ce qu'ils sont. Parce que la civilisation, la Renaissance est à cette condition. Il ne faut pas se parler de Renaissance quand on est tribaliste. Ça n'a aucun sens. Je pense que je n'ai même pas besoin d'insister là-dessus, ça me paraît comme une évidence. Bon, donc, pourquoi j'en viens à vous exposer cette acétate, cette graphie? Parce que vous devez savoir que les signes qu'on appelle hiéroglyphes, car ici c'est le nom du hiéroglyphe pris isolément, ça se dit chi, vous le voyez, c'est le mot même que les Bambara utilisent, les Bambara malinké, eh bien, correspond notamment au cop toi pour signifier signe, au dogon toi pour signifier signe, Bambara chi, pluriel chiou pour signifier signe ou les signes au pluriel. Et c'est ce mot qui existe au niveau de la région des Grands Lacs pour signifier la langue parlée. Mais le contexte est le même, j'espère l'avoir rappelé à suffisance. Bon. Ce que vous devez savoir, à la suite de ce que je viens de dire, c'est qu'il suffit, une fois qu'on l'a compris, de dupliquer le phonème pour appeler l'étoile. Ce qui permet de comprendre pourquoi les morceaux du corps, c'est-à-dire les éclats chi, qui sont aussi des signes, deviennent des étoiles. Parce que, je donne un exemple concret. En Bambara, on va dire chi pour dire le signe. En Bassa, on duplique le phonème. La langue Bassa, c'est une langue prétendument bantou parlée au sud Cameroun. On dit titi pour signifier image, effigie. Hein? On duplique le ti là, mais c'est le même mot. D'accord? En Bakaka, langue du Cameroun prétendument bantou, on va dire tété, étoile. En lefo, on va dire titi pour dire étoile. Ce qui prouve que les signes, les chi, que les Bambara signalent au nombre de 266, en association avec les étoiles et les constellations, sont effectivement dans la description des signes. Et qu'en finalité, ces étoiles représentent les morceaux du corps du héros culturel, l'explosion des origines. D'accord? Enfant, on dit otiti. Le O, c'est un préfixe, je le dis peut-être pour ceux qui ne le savent pas. C'est étoile. En Ewondo, au Cameroun, on dit otitié, pour signifier l'étoile. On dit par exemple otitié kiri, l'étoile du matin, qui est un pseudonyme d'ailleurs pris par une amie qui m'est chère. Elle se reconnaîtra peut-être si un jour elle écoute cette communication. C'est une jeune écrivaine camerounaise qui a pris le nom de Titié Kiri. C'est le nom de Vénus, l'étoile du matin. Mais c'est pour insister sur le fait qu'en Boulou, au Cameroun, on dit Otete. Le Boulou et le Wondo, c'est quasiment la même langue. On dit Otete, pluriel ATT, pour signifier étoile. Mais c'est toujours Titi.
Ce n'est qu'une duplication du phonème. Et j'ai donné un exemple pour étendre en fait la compréhension du fait, car vous devez savoir qu'en arrière, bien sûr, il y a l'image, il y a l'effigie, il y a la silhouette. Chez les Dogons, on dit toy pour signifier signe, image. C'est ce mot que l'anglais, pour arriver simplement à faire une correspondance, pour que vous sachiez qu'en fait, les mots sont sortis des langues soudanaises. C'est ce mot que l'anglais utilise pour dire le jouet, toy. Mais si vous ne savez pas que le jouet, c'est une image, c'est une effigie, vous ne saurez pas pourquoi on appelle en anglais le jouet toy. Hein? Une représentation. D'accord? L'idée est la même, sauf qu'il faut savoir simplement qu'il peut y avoir des affectations qui, a priori, n'ont pas de rapport, mais quand on questionne réellement le fait pour ce qu'il est, on comprend qu'en réalité, eh bien, c'est encore par les langues soudanaises, les langues subsahariennes, que les mots même qu'on emploie dans des langues qui apparemment sont très éloignées, eh bien, par exemple du bambara, du malinké, du dogon, eh bien, ils ont simplement emprunté. D'accord? Cela relève essentiellement des mots subsahariens. Et c'est très ancien. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la chose a commencé. C'est simplement pour moi l'occasion de faire ici un rappel. Voilà. D'accord? Donc, en bambara, on va dire ti ou chi pour signifier signe. En bassa, on va dire titi. On duplique le phonème. Je prends l'exemple du bassa car cela suffit, mais c'est un mot qui, même en banda, en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine, en banda, on dit titi, c'est l'image. Hein? Correspondance avec toy pour signifier le signe, l'image, la représentation, c'est les dogons. Et en anglais, bien sûr, toy, le jouet. Mais le jouet, ce n'est qu'une image, une représentation. Hein, les poupées, c'est dans la même description, qui affecte évidemment la nature, la perception, hein, la réflexion. Parce que l'enfant grandit dans cet univers, raison pour laquelle, évidemment, il faut aussi porter une attention spécifique aux jouets qu'on peut présenter aux enfants lorsqu'ils sont en formation, car ceci a une influence. Hein. Je ne vais pas être dramatique, enfin, je ne vais pas aller dans des discours dramatiques parce que c'est des choses que je pourrais développer. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller là-dessus, mais vous devez savoir qu'il y a des conséquences sont importantes de ce point de vue-là aussi, mais on pourrait y revenir ultérieurement. Donc, cette correspondance est simplement pour moi l'occasion de rappeler que quand on dit image, on dit signe, nous parlons des étoiles. Les étoiles, qu'est-ce que c'est? Les étoiles sont les morceaux du corps du héros culturel. Hein? Cela paraît encore plus clairement ici. En bako, si on dit ting ting, hein, ce n'est qu'une duplication, parce que le bakosi, tout comme le bakaka, ce sont des langues dites sawa qui sont parlées dans la région des monts Manengumba au Cameroun, pour ceux qui connaissent un peu la géographie camerounaise, c'est-à-dire au niveau du littoral. Donc, quand en lefo, je dis titi, et en bako, si je dis ting ting, c'est exactement le même mot, parce que ce sont les mêmes langues. Hein, je le dis, c'est un espace homogène ici. Ce sont des mots qui procèdent d'une seule et même région, c'est ce que je veux dire. D'accord? Donc, il n'y a pas ici de difficulté fondamentale. Voilà. Bon, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que maintenant, je distingue, par exemple, le bakosi, ting ting, pour signifier étoile, le ninong ting ting, pour signifier étoile. Et vous devez savoir qu'en bambara, on dit ting, ting, pour signifier être, c'est-à-dire le temple. Parce qu'en bambara, pour signifier le temple, par exemple, on va dire komotin, c'est-à-dire le tertre du Komo. Mais en fait, c'est le temple du Komo. On va dire Farotin, c'est-à-dire le temple de Pharaon, c'est-à-dire le tertre de Pharaon. Parce que dans le Komo, la manière de nommer les temples, c'est Ting, qui signifie en fait le tertre. Comprenez-moi bien. C'est ce mot-là, Ting, qu'on retrouve déjà dans la description des étoiles, Ting Ting, hein, notamment en Bako aussi. Mais sachez que le N final, c'est ce qu'on appelle une nasale. Quand je dis en Bambara Ti et Ting, en réalité, je suis en train de solliciter la même racine. Et si vous vous souvenez des corpus égyptiens, vous savez très bien, mais je vais vous le rappeler pour ceux peut-être qui ne le savent pas, qu'est-ce que fait Isis? Chaque fois qu'elle retrouve un morceau du corps d'Osiris, elle exige que soit bâti un temple. D'accord? Sachez que ce discours qu'on trouve chez Plutarque, c'est un discours typiquement soudanais. D'accord? Parce que Pharaon, chez les Bambara Malinké, procède exactement de la même manière. Sauf que Pharaon, chez les Bambara Malinké, c'est une divinité, entre guillemets, androgyne. C'est à la fois Isis et Osiris. Ici, je parle rapidement. Je ne veux pas aller dans le détail. Mais sachez que quand je dis en Bambara Tim, pour signifier, d'ailleurs, en Lingala, si ma mémoire est bonne, la structure phonétique est respectée, on va dire Eteni, pour signifier le morceau. Comme ça, dans un nombre conséquent de langues soudanaises. Sachez que la racine est la même, c'est Tim, pour signifier le morceau, la part. Hein? Donc, on parle ici du démembrement du héros culturel. Donc, les temples sont comme les étoiles, sont sur le modèle des étoiles. Et pourquoi le plan cruciforme est appliqué au temple? Parce que 5
Voilà pourquoi on bâtit les temples avec la forme des étoiles, c'est-à-dire le plan cruciforme que vous connaissez. J'en ai parlé le week-end dernier en cours. Bon, je ne vais pas être long ici, mais vous devez savoir que tout ceci a un sens et c'est comme ça que la chose est comprise. Voilà pourquoi nos ancêtres, lorsqu'ils bâtissaient un temple, faisaient un plan en croix. Le chiffre 5, 14. D'accord? 266. C'est ça qui est reproduit de cette façon. Donc, quand on dit Komotin, le temple du Komo, Pharotin, le temple de Pharaon, c'est en relation avec le nom, la manière de désigner même les étoiles, la manière de désigner le signe. Car dans les corpus religieux soudanais, un temple, un ting est toujours lié à un signe, est toujours attaché à un signe. D'accord? Avant de bâtir le temple, enfin, je vais dire la chose comme il faut. Chaque temple est consacré par le dessin d'un signe. Voilà, je préfère le dire de cette façon car c'est vraiment la chose telle qu'elle est conçue. D'accord? C'est vraiment comme ça que la chose est conçue. D'accord? Le signe précède toujours la matérialité. Et le signe dénote de la consécration du temple en question. D'accord? Mais ça ne veut pas, cela ne signifie pas que nous sommes dans un système, je le rappelle, polythéiste. Parce que souvent, c'est une facilité qui arrive. Quand on comprend que l'univers est un, on comprend que la diversité n'est pas une manière d'agresser l'unicité. La diversité ne signifie pas que nous sommes dans un système polythéiste. Ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, il peut y avoir une saine émulation entre des temples situés dans des villes différentes, hein, au niveau de la connaissance, de l'exercice, etc., au niveau de la préscience également, mais cela ne veut pas dire que les prêtres et les initiés venant de ces différentes villes conçoivent le divin comme multiple. Dans les faits, bien sûr, il est multiple et un à la fois, car il faut quand même admettre la complexité de la chose. Mais cela ne signifie pas que les peuples soudanais sont des peuples polythéistes. Donc, il faut un peu s'éloigner en fait de ces mots qui sont un peu rapidement appliqués comme ça pour discréditer aux yeux de certains, évidemment, les efforts conçus par nos ancêtres pour nous donner une civilisation. D'accord? Bon. Donc, ça, c'est une conclusion. Hein? Le temple, évidemment, est lié aux étoiles. Bon. Je vais maintenant rappeler une parole qui nous provient également des auteurs déjà cités, c'est-à-dire Youssouf Tata Cissé et Germaine Dieterlen, qui en 1972, je l'ai rappelé, ont produit un ouvrage magistral sur les fondements du Komo. Voici ce qu'ils disent. Un seul signe est dit ti. On peut traduire par trace, éclat, signe, c'est la même chose. Donc je reprends. Un seul signe est dit ti, trace, c'est-à-dire l'hiéroglyphe pris isolément. Je viens de le rappeler. Ce mot correspond au nom égyptien du hiéroglyphe, pris isolément. Bon. Un seul signe est dit ti, c'est-à-dire trace. Une série de signes formant un ensemble cohérent est dite sebeni. Littéralement, ni signifie l'âme, B signifie tout, on va dire de tout, et C signifie pouvoir. Donc, on traduit généralement sebeni par l'âme de tout pouvoir. C'est le nom même du signe, c'est la qualité même du signe. Je vais parler dans le détail, mais sachez que c'est un mot composé hein, dans les conceptions soudanaises. Sebeni signifie littéralement l'âme de tout pouvoir. De Ni, qui signifie l'âme ou la vie, de tout. B, pouvoir, c'est C. D'accord? Sebeni signifie l'âme de tout pouvoir. C'est une manière de décliner ce que c'est qu'un signe. Bon, le signe est en relation avec l'âme, puisque Osiris est l'âme du monde. Bon, ça, ce sont des choses encore qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder ultérieurement. Donc, je dis, un seul signe est dit ti, trace. Une série de signes formant un ensemble cohérent est dite Sebeni, littéralement l'âme de tout pouvoir. Sebeni est traduit couramment par écriture dans l'enseignement traditionnel. Le terme s'applique à toutes les écritures. C'est la raison pour laquelle je rappelais tout à l'heure que quand on vous dit que les civilisations subsahariennes procèdent essentiellement par l'oralité parce qu'on observe le travail des djeli, c'est-à-dire des griots, et qu'on croit que c'est par ce biais que nous accédons à la connaissance, c'est mes interprétations de la réalité sur le terrain. Hein, d'accord? Ceux qui disent ça ne savent pas comment les peuples subsahariens procèdent pour atteindre la connaissance. Parce que les sociétés subsahariennes sont fondamentalement, essentiellement, intrinsèquement attachées à la notion d'écriture. On ne peut pas concevoir la connaissance sans l'écriture. Ce qui est une manière aussi de rappeler, évidemment,
l'origine, en quelque sorte, de ce que nous appelons aujourd'hui l'écriture, parce que vous verrez certains auteurs prétendent que cette pratique procède de la Mésopotamie, je ne sais quoi. Hein, non. On ne va pas ici questionner cela, car ce n'est pas tout à fait le sujet, mais je tiens quand même à le dire, c'est important. D'accord? Bon. Un seul signe est dit ti, trace. Une série de signes formant un ensemble cohérent est dite sebeni, littéralement l'âme de tout pouvoir. Sebeni est traduit couramment par écriture, c'est-à-dire le corpus même, le corps d'Osiris. Hein. Dans l'enseignement traditionnel, le terme s'applique à toutes les écritures. Bon, une fois que j'ai dit ça, je reviens donc au questionnement de départ, puisque j'ai questionné ces deux graphies en observant qu'il s'agissait d'homographes. D'un côté, nous avons le thème de l'instruction de l'éducation, de l'autre, nous avons le nom de l'étoile. Je l'ai dit au début. Nous avons vu que ces graphies ont des solutions coptes. Maintenant, je rajoute donc les solutions soudanaises pour que vous compreniez de quoi on parle et pourquoi c'est le même mot en réalité. OK? En copte, pour ce qui concerne l'instruction, c'est-à-dire la graphie que vous avez ici à gauche, on dit, on translitère Seba, on dit instruire, éduquer. En copte, Seb, apprendre, sage, rusé. Mais en malinké, on dit Sebe, c'est écrire. En Songhai, on dit Seou, c'est lire, apprendre. C'est le B là qui devient un W. Parce que le B et le W sont interchangeables dans les langues subsahariennes. Je donne un exemple souvent qui est courant. On va dire, par exemple, en Swahili, on va dire Bantu ou Watu, c'est la même chose. Le B et le W, c'est la même lettre. Je le dis peut-être pour ceux qui ne savent pas. Et je rappelle que c'est cette structure qui produit le terme sophos qu'on traduit par science ou sagesse. Maintenant, c'est plus clair. J'espère que vous comprenez. Maintenant, quand on questionne l'étoile, je vous ai dit que cette graphie-ci qui désigne l'étoile correspond au copte Siou. Mais le mot, c'est le Bambara. Siou qui nous éclaire sur cette structure pour signifier les signes. Mais si je n'avais pas expliqué au départ la relation entre les signes et les étoiles, vous n'aurez pas compris pourquoi le Bambara utilise le mot Siou pour dire les signes quand le copte utilise le même mot pour signifier l'étoile ou les étoiles. Maintenant, j'espère que c'est clair. Et c'est le même mot que le Songhai, ici je le reprends simplement pour vous montrer que c'est le même mot de part et d'autre. En Songhai, on dit Seou pour dire lire, apprendre. En Bambara, on dit Siou pour dire les signes. Et c'est la structure phonétique, je le répète, quand c'est structuré CB, qui va donner Sophie, Sophia, Sophos, etc. pour signifier l'écriture. Voilà. En espérant que la chose est entendue et claire. Je rappelle une dernière fois en forme de conclusion ce que j'ai annoncé dans le cours de cet exposé. Les signes du Komo, Siou, hein, les signes du Komo sont représentés dans le ciel par 266 étoiles et constellations. Voilà la relation entre les étoiles et les signes, dites signes du ciel, Kabasiou, qui joue un rôle de premier plan dans le système d'initiation et d'enseignement en vigueur chez les Bambara. J'aurais pu dire dans le système d'initiation et d'enseignement chez les anciens Égyptiens. C'est exactement la même chose. D'accord? Parce que la conclusion et la perspective est exactement la même. Voilà pourquoi au niveau des hiéroglyphes, on observe une homographie entre le thème de l'instruction, c'est-à-dire de l'enseignement, et le nom des étoiles. Hein? Parce que les étoiles ont été pour nos ancêtres le premier objet d'enseignement, d'instruction, d'initiation, puisque évidemment c'est encore eux qui ont su, j'aurais pu le dire, inventer le calendrier. Et la science cosmologique est essentielle, fondamentale dans les sociétés subsahariennes. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent naturellement poursuivre cette discussion, vous avez quelques ouvrages à disposition, je le rappelle, pour ceux, évidemment, qui s'intéressent à la matière que nous venons d'exposer. Le numéro 8 de la revue Kumaba, récemment paru, aborde spécifiquement la question des signes. Pour thème, ce numéro a pour thème l'emblème de Séchat, qui est un nom, j'allais dire, qu'on trouve dans l'égyptologie pour désigner une divinité, la parèdre de Thoth, Thoth qui est le maître des Écritures. Séchat, généralement, est traduit par celle qui écrit. Bon, je le dis pour ceux qui savent évidemment de quoi je suis en train de parler. Et j'aborde cette question en rappelant que le hiéroglyphe qui désigne la déesse est un hiéroglyphe égyptien qui existe dans le Soudan occidental. Et je présente dans cette revue, évidemment, le hiéroglyphe en question, pour que vous compreniez bien que lorsqu'on parle des hiéroglyphes, nous ne sommes qu'en train, en fait, de questionner les corpus soudanais qui existent encore aujourd'hui. Vous avez également quelques ouvrages, ici en l'occurrence Sigidolo, l'état de la circoncision, qui aborde en long et en large
comment dire, les corpus qui se rapportent à Sirius, à Sigui, l'étoile du Sigui, l'étoile de l'Assise. Et enfin, Le sang du gruau, qui est un ouvrage également récemment paru, enfin, il y a quelques mois maintenant, qui traite des origines égyptiennes de la musique. Ces ouvrages sont évidemment disponibles sur Amazon. Je le dis pour ceux qui ont évidemment la possibilité ou qui ont un intérêt, qui souhaitent naturellement poursuivre l'exercice que je ne fais que survoler aujourd'hui. Vous trouverez là des éléments qui vous permettent de pousser un peu plus la réflexion sur ces questions. Voilà. Pour les questions et les réponses éventuelles, cela se fera en commentaire. Naturellement, si vous avez quelques questions concernant la communication du jour, prière de les noter en commentaire. Le moment venu, j'y apporterai des réponses car c'est un exercice que je m'applique à faire de temps en temps. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, eh bien, je reviendrai dans les commentaires, en prière, en commentaire, si vous le pouvez, naturellement, de poser vos questions. Et évidemment, je dis également de partager cette communication car je sais qu'il se fait tard et que ceci peut naturellement intéresser ceux qui ont un intérêt pour les humanités classiques africaines, les humanités fondamentales et plus généralement même pour la philosophie tout simplement. Voilà. C'est cela. Et ceux qui ont également cette possibilité, naturellement, je vous encourage à soutenir la chaîne. Pour cela, il s'agit simplement de la rejoindre, de vous abonner à la chaîne ou de la rejoindre. Cela est pour nous un soutien important, hein, car c'est grâce à ce soutien que de tels exercices sont encore possibles. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer donc une excellente semaine. Je vous adresse le salut de Bruce et je vous dis à bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci. Vos ancêtres gravés sur la pierre, depuis son repère des caractères éternels. Votre patrimoine culturel et scellé de mystères, un bien nécessaire pour protéger vos arrières. Venez découvrir le monde des paroles divines. Dans la Renaissance.